Lundi 24 février 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, 22 personnes sont décédées des suites des fortes précipitations du 14 au 19 février dernier, selon le dernier bilan publié par le BNGRC ce matin. Plus de 19 760 personnes sont sinistrées dans tout le pays. Les détails avec Fanjessena Mireille. 22 personnes ont perdu la vie à cause des fortes précipitations depuis le 14 février. Une personne s'est noyée à Farafengan, une est également décédée dans le 2e arrondissement à la suite du glissement de terrain Imbandi-Voulsark. 3 personnes sont mortes dans le 4e arrondissement d'Ilanvat-Impask à la suite du glissement de terrain. Une personne s'est noyée à Ikung et 4 à Tolanyar à cause de naufrage. Une personne dans le 6e arrondissement, 2 dans le 3e arrondissement, 2 à Mbujachim, une à Manzakanjin, 2 à Antananarivo-Varajan et un mort à Ambatfinanjan, ainsi que 3 à Nusvark. 3 personnes ont été blessées, 19 764 personnes sont sinistrées, soit 5 221 ménages. 7 294 personnes ont été déplacées, 3 671 maisons ont été inondées, 7 maisons ont été endommagées et 15 ont été complètement détruites, selon le bilan publié par le BNGRC aujourd'hui. Et justement, concernant la météo, les orages se poursuivront surtout sur les côtes ouest et sud de Madagascar. 2 zones de mauvais temps évoluent autour du pays selon les services météorologiques. Les détails avec Rose Christelle Rakout-Malal. 2 masses nuageuses se forment aux alentours de Madagascar et elles devraient gagner en intensité d'après les prévisions météorologiques. L'une se situe à proximité de l'île de la Réunion, tandis que l'autre évolue dans le canal de Mozambique. Cette dernière représente une menace pour le sud-ouest de Madagascar et provoque déjà des précipitations. En conséquence, l'alerte rouge est en vigueur pour les régions Melak, Menabe, Atimonjefen, ainsi que les districts de Murumbe et Tolanyar. Par ailleurs, une partie de la zone de convergence intertropicale est toujours active, favorisant les orages d'une manière générale. Toutefois, une période sèche est prévue pour le nord du pays d'ici 3 jours. Dès jeudi, le soleil devrait également être au rendez-vous sur les hautes terres et la côte est. Toutefois, les températures ne devraient pas augmenter significativement dans les hautes terres, le nord et la côte est au cours de la deuxième moitié de la semaine. En revanche, une baisse des températures est attendue dans le sud et le sud-ouest du pays à la fin de la semaine. Et ce qui fait l'actualité de ce jour également, c'est l'état de santé du pape François. Et justement, le pape François hospitalisé après un mois de combat contre la maladie. Âgé de 88 ans, il continue de lutter contre des problèmes de santé sérieux et parmi lesquels des signes précoces d'insuffisance rénale. Reportage sur les images d'Africa News. Un mois après son hospitalisation, le pape François reste dans un état critique. À 88 ans, le souverain pontife lutte contre une pneumonie et une infection pulmonaire complexe. Les médecins surveillent de près l'évolution de son état de santé. Cependant, les derniers examens révèlent également des signes précoces d'insuffisance rénale. Le pape François reste toujours dans un état critique. Les médecins indiquent qu'il présente les premiers signes d'une insuffisance rénale, mais que la situation est sous contrôle. Il n'a pas connu de nouvelles crises respiratoires depuis samedi et il continue de recevoir de l'oxygène à haut débit. Les médecins précisent qu'il est en alerte, réactif et a même assisté à la messe ce dimanche, mais son pronostic reste incertain. Si le Vatican se veut rassurant, le pronostic reste réservé. Les médecins soulignent que la complexité de l'état de santé du pape nécessite un suivi constant et des traitements adaptés. Son âge et ses antécédents médicaux compliquant l'évaluation de son pronostic. Malgré sa fragilité, le pape François a tenu à suivre la messe, un signe de résilience mais aussi une source d'inquiétude sur sa capacité à reprendre ses fonctions à plein régime.
Et au pays, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, est de tout cœur avec les chrétiens catholiques du monde entier. Le chef de l'État malagasy a envoyé des vœux de santé pour le pape François face à son état de santé actuel. Le président Andry Rajoelina et le pape François se sont souvent rencontrés et le pape porte Madagascar dans ses prières. Pour l'appel, le pape François est le deuxième pape à avoir séjourné à Madagascar. Reportage de Judikel Rangenirine et Andora Zanjaipe. Le président Andry Rajoelina a adressé ses vœux de santé au Saint-Père à travers sa page Facebook et Instagram dans une courte phrase qui exprime pleinement sa solidarité avec les nombreuses populations du monde et de tous les catholiques. C'est avec une foi inébranlable que nous suivons de près les nouvelles sur l'état de santé du Saint-Père, le pape François. Nous joignons nos prières à ceux de nos frères et sœurs du monde entier pour que le pape François se rétablisse bien au plus vite, a déclaré le président Andry Rajoelina. Le pape François, qui s'est rendu à Madagascar en 2019, est le deuxième pape de l'Église catholique à séjourner à Madagascar après le pape Jean-Paul II en 1989. Lors de son séjour, il a rencontré personnellement le président Andry Rajoelina et son épouse Mial Rajoelina. Il a également fait comprendre à tous les Malagasy que la paix est un trait caractéristique du peuple malgache et qu'elle doit toujours être préservée afin qu'il n'y ait pas de division. Le pape François et le président Andry Rajoelina se sont déjà rencontrés à l'étranger. Juste un mois après l'élection du pape, ils se sont rencontrés au Vatican et la troisième rencontre a eu lieu seulement en 2023 lorsque le président Andry Rajoelina a effectué une visite officielle au Vatican. Lors de cette rencontre à Rome, le président Andry Rajoelina a confirmé que l'Église et le gouvernement travaillent ensemble au bénéfice du peuple et cela se ressent pleinement pour Madagascar. Que nous avons la foi, dit-il, nous pouvons faire de grandes choses. Et c'est dans cette foi que nous souhaitons aujourd'hui la santé au pape François, a souligné le président malagasy. Et justement, à l'international concernant l'état de santé du pape François, alors que le Vatican a annoncé sur Telegram hier, dimanche 23 février, que le pape François, atteint d'une pneumonie bilatérale et d'un état critique, avait passé une nuit tranquille, l'élan mondial de soutien et de prière ne faiblit pas. France 24. Ici, au Mexique, là, aux Philippines, et bien sûr en Argentine, pays d'origine du pape. Depuis maintenant près de 10 jours, les catholiques du monde entier prient pour la santé du souverain pontife. Nous accompagnons le pape en ce moment, mais nous prions aussi avec toute l'Église pour que le pape se rétablisse afin de poursuivre la mission que Dieu lui a confiée lorsqu'il a été élu évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle. Pour moi, c'est une idole qui répand le bien, la bonté, l'amour pour les autres. Pourquoi ces idoles doivent-elles disparaître ? Elles donnent beaucoup, elles consacrent leur vie aux autres. En Italie, où le pape est hospitalisé, des membres du clergé et des fidèles se réunissent depuis plusieurs jours pour exprimer leur soutien au chef de l'Église catholique. Réunis autour de la statue de Jean-Paul II, ils se tiennent aux premières loges. Je prie pour lui et pour sa santé, car il est une personne spéciale pour nous tous. Et les personnes spéciales doivent être entourées, elles doivent être rassurées, et il nous rassure tous les jours malgré sa maladie. Âgé de 88 ans, le pape François est toujours dans un état critique et continue de recevoir de l'oxygène à haut débit. Si ses médecins ne souhaitent pas se prononcer sur son pronostic vital, le Vatican se veut rassurant et assure que le souverain pontife se repose. Et revenons dans le pays, parlons de la montée des eaux et des conséquences des fortes précipitations. Presque toutes les communes rurales du district de Farafengan sont inondées selon le rapport du député de cette circonscription. Les habitants font ainsi face à des difficultés à la fois dans leurs moyens de subsistance et dans le domaine agricole. Le député lance ainsi un appel à assistance pour les habitants de Farafengan. Reportage de Radra Mananzatouf. Le district de Farafengan fait partie des districts touchés par la montée des eaux due aux intempéries et aux pluies successives dernièrement. Les communes rurales en sont les principales victimes. Les villages et les terrains de culture sont inondés. Les habitants font face à des difficultés, notamment pour leurs moyens de subsistance. De plus, l'agriculture est également en péril, car la quasi-totalité des cultures sont sous l'eau. Le député de la circonscription lance un appel au secours pour le district de Farafengan.
En plus, la montée des eaux a occasionné l'inondation de nombreuses habitations, faisant de nombreux sinistrés dans la région, selon toujours les informations. Dans un tout autre sujet, parlons socio-économique, production risicole. Justement, la production de semences de riz hybride dans le Ménabé débutera en février. L'objectif est d'atteindre jusqu'à 5000 tonnes par an selon l'annonce faite samedi dernier par le secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire dans la région. Plus de 1360 agriculteurs locaux ont également reçu leurs semences hybrides accompagnées d'engrais NPK lors de cette visite dans la région de Ménabé. Reportage de Sylvain Onion Martina et Sechan Jenab. Les engins sont en place et l'aménagement du terrain débutera en ce mois de février dans la région Ménabé, notamment dans le Fukuntan, Betsputsk, commune Analive, district Mourndave. Le programme prévoit d'aménager 50 hectares dès le lancement, avec un objectif de 2000 hectares jusqu'à 6000 hectares lorsque le projet sera pleinement opérationnel. La production annuelle devrait atteindre 5000 tonnes de semences hybrides. La production de semences de riz hybride à Madagascar est un projet présidentiel et a déjà bénéficié d'un financement lors du FOCAC en septembre 2024. Le projet est une solution face à l'insécurité alimentaire à Madagascar, notamment dans la région du Ménabé. La production de riz hybride est également un moyen permettant à Madagascar d'atteindre l'objectif de devenir le grenier de l'océan Indien et du continent africain. Outre la visite des sites de production de semences hybrides à Betsputsk et Analive, le secrétaire d'État chargé de la souveraineté alimentaire a également procédé à la distribution de riz hybride et d'engrais aux agriculteurs de Ménabé. Ainsi, plus de 1360 agriculteurs de Mahab, dont 360 membres de l'association Tanura Arnivaok, ont déjà reçu leurs semences hybrides, accompagnées d'engrais NPK, d'urée et d'engrais organiques. Entre décembre et février, 32 000 agriculteurs ont bénéficié de ces intrants. Les techniciens et les responsables nommés et élus travailleront en étroite collaboration avec les agriculteurs pour assurer le succès de ce projet. Cet effort et ce soutien constituent un grand espoir pour promouvoir la production et améliorer les moyens de subsistance des habitants. Bientôt, les résultats, comme nous l'avons constaté dans les 3 autres régions qui ont déjà reçu du riz hybride, seront palpables, à savoir à Lantchamangour, Vaknagarech et Amurunmani. Et puisqu'on parle de riz, le riz vendu à 700 ariars, le capot qui est arrivé dans le district de Mahazang, région de Bouin, en fin de semaine dernière. Le district a reçu 9 tonnes de riz qui doivent être vendues dans toutes les communes de Mahazang. Ainsi, la distribution de ce riz à bas prix à travers toutes les communes locales a déjà commencé. Aniana Martina nous en dit plus. Le riz vendu à 700 ariars le capot, soit 2600 ariars le kilo, est déjà arrivé dans le district de Mahazanga 2, dans la région Bouin, en fin de semaine. 9 tonnes de ce riz sont vendues et constituent une solution urgente et provisoire au problème de la hausse du prix du riz dont se plaint la population. C'est le fruit d'une collaboration avec le secteur privé, notamment les importateurs de riz, selon les explications. Les responsables, avec l'aide du ministère du Commerce et de l'Industrialisation, feront en sorte que l'approvisionnement en riz auprès des détaillants soit continuel, surtout dans les endroits difficiles d'accès. Aucune commune au sein du district de Mahazanga 2 ne sera oubliée. Ainsi, la commune rurale de Beloubk et ses environs ont déjà reçu leur part samedi dernier, si la vente dans la commune de Mahazamb a débuté hier dimanche. D'autres communes auront leur part cette semaine, notamment les communes d'Ambalakid, Betsak ou encore Bekbaï, selon les informations. Restant toujours dans cette partie ouest du pays, vers le nord, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité le CNRO, ou Centre national de recherche océanographique, en fin de semaine pour se concerter avec les responsables en vue de l'amélioration de ce centre. Plusieurs projets présidentiels seront initiés dans le district de Nouzbé. Ainsi, la ministre, la professeure Chamina Lula, recherche des solutions pour innover et valoriser les centres de recherche comme le CNRO de Nouzbé. Reportage.
Le CNRO, ou Centre national de recherche océanographique, placé sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, fait partie des instituts de recherche qui ont une position particulière dans le domaine de la recherche, car c'est le seul institut de recherche marine à Madagascar. Le CNRO, qui comprend un laboratoire et un musée, est également un patrimoine, car il a été créé en 1954. Il faut accorder de l'importance à de tels centres de recherche. C'est l'une des raisons pour lesquelles la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendue sur place en fin de semaine. Ainsi, la ministre, la professeure Chamina Lula, a rencontré ses collègues et des responsables du CNRO pour discuter de l'avenir du centre. De nombreux points ont été soulevés au cours de l'échange, notamment sur le sort des chercheurs, le PAT et les anciens retraités qui n'ont pas encore perçu leur pension. La ministre a également avancé des solutions urgentes et à long terme, mais a également présenté la stratégie de développement du domaine de la recherche océanographique. Il a été évoqué durant les échanges que les résultats des recherches au sein du CNRO devraient être rendus publics, mais aussi de leur mise en œuvre. La coopération avec d'autres secteurs, comme celui du tourisme, a également été discutée. Et dans la page politique de ce soir, la politique de gouvernance du président Andry Rajoelina est efficace selon l'association IFI. Preuve en est le trophée reçu par Madagascar à Maroc en fin de semaine. L'association affirme également que le monde entier est convaincu par le leadership du chef de l'État. L'IFI est partisan de la politique générale de l'État et reste fidèle aux principes du président Andry Rajoelina, a déclaré le responsable lors de la rencontre d'une branche de l'IFI à Bypass en fin de semaine. Reportage de Saint-Sylvain, Anena Martina et Sechan Jainab. En 2020, le président de la République malagasy Andry Rajoelina a été nommé champion de la lutte contre la malnutrition par la Banque africaine de développement. L'année 2022, Madagascar a également remporté le trophée industrialisation remis par l'intermédiaire du président de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ou ONUDI au chef de l'État malagasy. En juillet de l'année suivante, le président de la République a reçu la médaille d'Amilcar Cabral de la Guinée-Bissau. Et vers la fin de l'année, le président de la République Andry Rajoelina a été élu avec une moyenne de 65,69% des voix comme leader politique africain de l'année. Toutes ces récompenses et trophées signifient que les yeux du monde sont tournés vers nous, affirme l'association IFI. Cela montre également que la gouvernance actuelle à Madagascar est efficace. L'IFI a fait le bon choix depuis sa création en 2018 en soutenant le président de la République Andry Rajoelina et son programme, selon les affirmations du secrétaire général de l'association IFI. L'association a participé activement aux élections qui se sont déroulées dans le pays, selon toujours le secrétaire général. Samedi, s'est tenue la première réunion de l'IFI du 1er arrondissement. Selon les informations, tous les démembrements de l'IFI ont des réunions de ce genre, ce qui prouve que l'association existe et travaille pour le développement du pays. Dans les actualités internationales, cette année devrait être l'année du début d'une paix réelle et durable, a déclaré Volodymyr Zelensky en présidant à Kiev cette réunion avec une douzaine de dirigeants occidentaux venus exprimer leur soutien à l'Ukraine en ce troisième année de guerre en Ukraine. France 24. Ne pas rester à quai des négociations sur l'Ukraine, tel est l'objectif des dirigeants étrangers réunis à Kiev. Face à la menace de revirement des États-Unis de Donald Trump après 3 ans de soutien, l'Ukraine appelle à l'unité. Nous devons parvenir à la paix par la force, la sagesse et l'unité grâce à notre coopération avec vous. Premier ministre canadien, espagnol, dirigeants baltes et nordiques, ou encore de la Commission et du Conseil européen, au total, 13 dirigeants plus 24 autres par visioconférence participent au sommet. Dans le même temps, à Bruxelles, où 1 minute de silence est observée, l'exécutif européen annonce un nouveau train de sanctions, le 16e, contre Moscou. Parmi ses cibles, la flotte fantôme de pétroliers russes, cruciale pour le financement de la machine de guerre du Kremlin. Nous avons également présenté une nouvelle initiative de défense visant à soutenir l'Ukraine avec des capacités de munitions à court terme en fonction de ses besoins. Je m'attends à ce que cette discussion politique progresse. Exclus des négociations russo-américaines, Ukrainiens et Européens cherchent à peser davantage pour revenir à la table des pourparlers. Ce retour pourrait passer par Berlin. Ce lundi,
Le vainqueur des élections allemandes, Friedrich Merz, a rappelé la nécessité d'inclure l'Ukraine dans les négociations de paix et affiché comme priorité absolue la création d'une capacité de défense européenne autonome. Et une canicule inhabituelle, même dans les tropiques, avec des températures dépassant les 40 degrés Celsius, frappe les habitants de Rio de Janeiro et les nombreux touristes présents à quelques jours du célèbre carnaval de Rio. France 24, nous en dit plus. Au rythme de la samba, déjà costumés et maquillés, ils étaient des milliers à défiler dans les rues de Rio. Le carnaval ne débute que dans quelques jours, mais pas question pour ces Brésiliens de négliger la période qui le précède. Je pense que le carnaval va au-delà de ce que les étrangers peuvent imaginer. C'est le moment d'aller dans les rues et de se réjouir, d'oublier un peu ce qui se passe, tout en exprimant ses idées et ses opinions politiques. Le carnaval, c'est l'ingouvernable, c'est prendre la rue. Les rues sont à nous, c'est ça l'idée. Ailleurs dans la ville, les adeptes des religions afro-brésiliennes ont organisé un rituel pour bénir le Sambodrome. C'est le lieu où défileront les écoles de samba. Ce sont elles qui seront mises à l'honneur et s'affronteront lors des défilés officiels. Tout est fait pour maximiser leurs chances. Tout est prêt, les portes du carnaval sont ouvertes, elles attendent tous les touristes nationaux et internationaux, ceux qui font travailler les écoles de samba toute l'année. Encore un carnaval extraordinaire, un moment d'amour et de respect. Seule ombre au tableau, la vague de chaleur qui frappe le pays depuis près d'un mois et avec laquelle les carnavaliers devront composer. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Viva. Dans quelques instants, vous allez suivre votre série Squid Game, saison 1. Sur ce, très bonne continuation sur Viva. Au revoir.